Apprendre ou à donner, une émission présentée par Dvora Serrao, directrice du projet à la Morim. Chers auditeurs, chères auditrices, bonjour, Shavuot, merci de nous retrouver dans cette émission dédiée à l'éducation et à l'éducation juive. Et pour en parler aujourd'hui avec moi, je reçois Robert Ejness, alors que l'on connaît principalement pour ses fonctions de directeur général du CRIF, que l'on connaît également pour ses nouvelles fonctions au sein du Bnei Akiva mondial, puisque vous êtes d'abord membre du Bnei Akiva mondial, mais vous êtes également président du Bnei Akiva France, et on aura l'occasion d'en reparler parce que je pense que c'est lié. Vous êtes également président de la communauté de Boulogne-Billancourt. Donc Robert, merci beaucoup de nous rejoindre aujourd'hui. Bonjour. Bonjour et bienvenue, Shavuot Tov. Alors, je vous ai invité aujourd'hui pour nous parler de ce qui se passe au niveau du Bnei Akiva France. Dans le cadre de la Morim, c'est vrai qu'on s'occupe plutôt des activités avec les écoles, des activités, donc ce qu'on appelle plutôt d'éducation formelle. Les mouvements de jeunesse tombent sous la catégorie de l'éducation informelle. J'ai quand même envie de dire que tout éducateur, toute personne qui s'occupe d'éducation juive aujourd'hui sait à quel point on ne peut former une identité juive, un comportement, un attachement uniquement en s'occupant du cerveau. J'ai envie de parler de l'aspect plutôt cérébral des élèves, et qu'on doit forcément passer par l'éducation informelle qui implique donc le mouvement, le geste, l'action, donc le travail du corps et des émotions, également en stimulant l'aspect intellectuel et cérébral. Mais c'est vrai que l'éducation informelle mobilise chez l'élève toutes sortes de comportements et d'actions que l'éducation formelle ne permet pas toujours. Alors, au risque de me faire remarquer par les nombreux directeurs d'école que l'éducation informelle a sa place à l'école, évidemment, ce n'est quand même pas la priorité de l'école juive, en tout cas en termes de temps, de pouvoir investir autant que ce qu'on voudrait le faire. C'est déjà bien évidemment fait, avec de nouveaux projets dont on aura l'occasion de reparler sur cette antenne dans cette émission. J'ai pratiquement envie de vous poser la question: est-ce qu'on a vraiment encore besoin d'éducation informelle aujourd'hui en France? Et si oui, pourquoi? Vous me permettez de reprendre un petit mot de ce que vous avez dit? Je vous en prie. Puisque quand vous dites, Dvora, vous faites la différence entre l'éducation informelle et l'éducation formelle, je dois rappeler combien les mouvements de jeunesse ont apporté de formateurs à l'éducation formelle, et je crois que ça c'est très important. Les mouvements de jeunesse sont avant tout une grande école. Une grande école de la vie, c'est une grande école. Les mouvements de jeunesse ont précédé les écoles juives. Des époques où l'école juive n'était pas encore développée, et dans certains quartiers, en tout cas, parfois n'existait pas, on repense aux mouvements de jeunesse. Les mouvements de jeunesse ont été précurseurs de l'école juive et ont joué pendant longtemps le rôle d'éducation juive quand les élèves continuaient à aller à l'école publique ou qui fréquentaient la synagogue le Shabbat. Mais le mouvement de jeunesse a vraiment joué ce rôle d'éducation juive. Ce qui a été mon cas. Et pour répondre maintenant à votre question sur l'éducation informelle, plus que jamais, je crois que nous avons besoin d'éducation informelle. L'école joue son rôle, et vous l'avez dit, l'école joue son rôle de formation du cerveau, d'éducation formelle, comme son nom l'indique, aux élèves. Il reste toute une partie, de toute manière, de l'éducation qui reste d'abord à la maison, et ensuite dans les mouvements de jeunesse. Parce que les mouvements de jeunesse apportent aux élèves un caractère social, un caractère de leadership pour ceux qui décident de s'en occuper, qui donne dans la vie des atouts absolument utiles et nécessaires. Donc oui, l'éducation informelle a sa place. Elle permet en plus de sevrer ceux qui sont tellement attachés à leur smartphone, notamment les enfants, toute la journée, qui communiquent entre eux uniquement par message écrit. Les mouvements de jeunesse, le Bnei Akiva, c'est l'occasion de se retrouver le Shabbat après-midi, c'est l'occasion des machanot, c'est l'occasion des séminaires, c'est l'occasion de parler l'un avec l'autre, l'occasion de confronter son point de vue face à face, et ça c'est irremplaçable, l'occasion d'exercer ses talents de leader, d'animateur, d'organisateur, qui sont des atouts pour la vie, et on le sait, beaucoup de nos leaders ou communautaires ou de ceux que la France a su envoyer en Israël sont devenus des leaders grâce à leur expérience du Bnei Akiva. Alors justement, je voudrais revenir sur ce point, sur cette question du leadership, puisque vous l'avez évoqué.
Vous êtes vous-même personnellement extrêmement impliqué dans la vie communautaire. J'ai envie de dire à titre personnel et puis à titre professionnel également. Vous voyez autour de vous des communautés qui se développent, de nouvelles problématiques, qu'elles soient plus, on va dire, communautaires ou de société ou de voilà ou liées à une ambiance politique ou un climat politique. J'ai envie de dire en France. Vous êtes d'avis qu'aujourd'hui la France plus que jamais a besoin de ces mouvements de jeunesse et en tout cas a besoin de ces futurs nouveaux leaders. Est-ce que c'est une responsabilité, selon vous, pour nous, déjà actifs, de continuer à promouvoir cette idée de leadership auprès des jeunes? Ouais, tout le leadership communautaire aujourd'hui s'accorde à dire on a besoin d'un renouvellement de génération, on a besoin en permanence de former les leaders de demain, ceux qui vont conduire la communauté dans ses diversités, dans ses complexités, dans l'environnement qui devient quand même, et qui change et qui devient quand même assez difficile. Par exemple, je vous donne un exemple sur l'environnement et l'antisémitisme que l'on connaît. Sur l'antisémitisme, on s'aperçoit que les jeunes dans les écoles laïques ou dans les universités où ils vont après l'école juive souvent, ont besoin d'arguments. Ils ont besoin de savoir répondre. Ils ont besoin de savoir argumenter. Et savoir argumenter, ça s'apprend justement dans les mouvements de jeunesse, ça s'apprend quand on fait une paoula sur effectivement comment répondre à tel argument, à tel argument. Je crois que c'est ça qui est important. Et puis, d'autre part, quand on veut s'occuper, ne serait-ce que d'un groupe de 10 enfants le Shabbat après-midi pour faire une paoula, c'est déjà le début du leadership quand on a 15, 16, 17 ans. C'est ça, parce qu'il faut savoir qu'il y a un principe très important dans l'éducation informelle. Le leadership ne s'apprend pas, il s'acquiert par la pratique du leadership. On devient leader si on est mis en situation de responsabilité et donc de leadership. Et c'est vrai qu'on reconnaît souvent parmi les jeunes des potentiels, mais sans se mettre en situation de conduite d'un groupe ou de plusieurs personnes ou d'animation d'une discussion ou d'un échange, sans se mettre dans ce genre de situation, on ne saura pas avant très longtemps, si on est capable et si on en a envie en tout cas. Ce dont vous parlez... Oui, je vais répondre à un deuxième aspect pour répondre à votre question sur le leadership, pourquoi on a besoin de leadership. Nous avons aujourd'hui un facteur d'assimilation qui est impressionnant. C'est-à-dire qu'on connaît l'antisémitisme parce qu'il nous attaque, parce qu'il nous agresse, parce qu'il nous insulte. Mais l'une des conséquences, c'est... Pas seulement une conséquence. On a de toute manière, et depuis 40-50 ans, une assimilation qui augmente. Et je vous donne un exemple que nous connaissons bien tous les deux. Si on prend la ville de Boulogne, qui est une communauté qui se développe, qui est dynamique, qui a beaucoup d'avantages. Mais Boulogne, nous dit-on, a environ 15 000 juifs. Si Boulogne a 15 000 juifs, elle a au moins 3 000 enfants. Oui. Si elle a 3 000 enfants, alors si je fais la somme de tous les enfants qui sont à l'école Maïmonide, ceux qui sont au Bnei Akiva, ceux qui sont au ZEI, qui est un groupe important, ceux qui vont au Gan Israël, qui sont aussi très importants, au centre aéré du CCIBB pendant les vacances, ceux qui vont toute l'année au CCIBB jouer au foot, faire du Krav Maga ou je ne sais quoi, je prends tous ces enfants-là, je les ajoute, tout en sachant que beaucoup font partie de plusieurs groupes en même temps, on dépasse pas le millier. Oui. Ça veut dire que j'ai 2000 enfants dans une ville comme Boulogne qui ne fréquentent pas la communauté. Ça veut pas dire que tous s'assimilent, mais ça veut dire qu'ils n'ont pas de lien immédiat avec les structures communautaires. D'où l'importance de l'éducation informelle, d'où l'importance des mouvements de jeunesse, d'où l'importance du Bnei Akiva, de ses valeurs de Torah et Avoda. Alors justement, parlons un petit peu du Bnei Akiva en lui-même et du Bnei Akiva en France. Alors le Bnei Akiva en Israël, on le sait, il a été fondé dans les années 1930 avec une vision extrêmement sioniste, religieuse, liée j'ai envie de dire à la pré-création de l'État d'Israël, par des gens qui ont vu tout de suite l'importance d'investir dans la jeunesse qui est appelée à devenir responsable de ses actes et responsable des autres, puisque c'est quelque chose qui est extrêmement important au cœur du Bnei Akiva, c'est-à-dire qu'on commence dans le mouvement de jeunesse, comme d'ailleurs au ZEI, il me semble, on commence et on profite, donc on est plutôt passif, même si on est mis en situation de responsabilité, etc. Et puis ensuite, on devient donc responsable d'un groupe, on devient moniteur, et moniteur, ce n'est pas juste une activité de babysitting, c'est vraiment... l'idée, c'est vraiment d'avoir été imprégné des valeurs du Bnei Akiva pour les transmettre.
En France, parlez-nous de ce mouvement de jeunesse, de son histoire, et pourquoi est-ce que vous avez décidé, vous, de relever le défi du Bnei Akiva, qui a connu une période, on va dire, de silence relatif? Alors, tout d'abord, le Bnei Akiva, je suis pas sûr qu'il naisse en Israël, je pense qu'il naît dans les mouvements sionistes directement en Pologne, et si j'ai choisi une des réponses, ça va être la réponse ADN, que je le porte dans mon ADN, puisque nous avons une photo de mon grand-père au moment où il quitte la Pologne, en 1928, et il est avec ses amis devant une grande pancarte, Torah ve'avoda. D'accord. Donc ça donnait déjà un intérêt pour les idées du Bnei Akiva. En France, il naît avec le rabbin Reutemann. Après-guerre, comme un mouvement de jeunesse, on s'aperçoit qu'il y a cette jeunesse qu'il faut former, qu'il faut développer. Et je dirais que le Bnei Akiva correspond exactement à la communauté juive de France. Alors, les EI aussi, dans une certaine acception, le Bnei Akiva, c'est quoi? C'est un mouvement sioniste, c'est un mouvement responsable, c'est un mouvement qui prône la Torah, et qui correspond bien, en fait, à la communauté juive de France. Ashkenaz ou Sfarad, il n'y a pas de différence, et on n'a jamais connu de différence dans les mouvements du Bnei Akiva. C'est un mouvement tourné vers Israël. Oui. Donc il a ce défaut que quand il réussit... De scier la branche sur laquelle il est assis. Voilà, quand il réussit, tous les cadres s'en vont et poursuivre en Israël. Nous allons recevoir dans quelques semaines le Rav Ben Ishai de la communauté Emouna à Baka à Jérusalem. Le Rav Ben Ishai faisait partie du Bnei Akiva quand il était en France. On connaît bien le Rav Aviner. Rav Aviner a été, quand il était en France, le directeur du Bnei Akiva. Bien sûr. Donc la France a fourni et au Bnei Akiva et à Israël beaucoup des maîtres de ce qu'on appelle la pensée du Rav Kook, qui ont pu suivre, qui ont pu développer en Israël les idées sur lesquelles ils avaient démarré leur leadership justement en France. Donc, au fur et à mesure des années, le Bnei ayant réussi, il a un nombre de cadres en Israël qui est impressionnant, un nombre de leaders israéliens issus du Bnei Akiva de France qui est impressionnant, mais il avait effectivement, au fur et à mesure du temps, un peu baissé, jusqu'au point où, il y a à peu près 1 an et demi, eh bien, on n'avait plus, il n'était plus tellement actif en France. Alors, Robert, si vous voulez bien, on va s'arrêter un petit instant pour la pause, et puis on revient juste après la pause pour continuer à parler donc du Bnei Akiva en France. À tout de suite. Ne partez pas trop loin. On revient dans quelques minutes. Voilà, merci à tous et à toutes de nous retrouver donc dans cette émission consacrée ce matin au Bnei Akiva et donc à l'aspect éducatif de la mission du Bnei Akiva, de ce mouvement de jeunesse. Tiens, d'ailleurs, vous pouvez nous parler un peu de ce nom, Bnei Akiva, d'où est-ce que ça vient? Akiva. Les enfants de Rav Akiva. Voilà. Donc on a une tradition qui nous ramène à Rav Akiva, Rabbi Akiva. C'est effectivement une belle image qui permet de porter un mouvement de jeunesse sur des valeurs. Et je crois que le Bnei Akiva est essentiellement fondé sur des valeurs de société, des valeurs de sionisme, puisqu'il s'appelle Torah ve'avoda. C'est ça, on le voit bien d'ailleurs dans le sigle du Bnei Akiva, donc ils sont 2 tables de la loi, d'un côté Torah, de l'autre Avoda. On a également le symbole, si je me trompe pas, de l'olivier et du blé, qui rappelle le travail de la terre, et donc d'occuper la terre. Alors, je vais quand même poser une question que tout le monde se pose. Quel est l'intérêt de promouvoir un mouvement de jeunesse qui va pousser les jeunes, futurs leaders éventuels, à quitter la France ? Vous-même, personnellement, si je me trompe pas, votre famille, vos enfants qui ont dû passer par le Bnei Akiva, tous sont en Israël? Non. Presque tous? Beaucoup sont en Israël. Le but du jeu n'est pas de les former nécessairement à aller en Israël. Ce qui est important, c'est de construire pour un enfant une identité juive forte. Oui. Et aujourd'hui, je pense que pour avoir une identité juive forte, il faut avoir un lien fort avec Israël, avec l'État d'Israël. Et que, effectivement, on n'est plus dans ces années où tous les jeunes du Bnei Akiva partaient faire la Harshara, où tous les jeunes du Bnei Akiva partaient ensuite à l'armée. Je crois qu'aujourd'hui, il y a comme dans la société française, il y a un nombre de personnes qui décident de faire leur alia, comme il y a beaucoup parmi les jeunes. C'est vrai qu'on essaye de leur donner envie d'aimer Israël, tout simplement. Oui. On n'est plus dans la construction, on n'est plus dans les yishuv, on leur demande pas de partir construire Israël. Israël est un pays souverain, construit, qui n'attend pas les Juifs de France pour venir terminer la construction. Donc, les Juifs de France qui veulent se réaliser en tant que Juifs, qui ont un idéal d'Israël, sont effectivement les bienvenus en Israël. On les
poussent pas à partir, on leur dit, on leur explique l'intérêt, mais que donne la Torah, que donne le Rav Kook, l'intérêt pour un juif, la finalité pour un juif d'aller en Israël. Ceci étant, aujourd'hui, je crois, et c'est le principe aujourd'hui des leaders juifs en France, de dire l'Aliyah est une responsabilité personnelle, que ceux qui veulent faire l'Aliyah la préparent bien, surtout, même pour les jeunes, parce que c'est pas toujours facile. Ceci étant, qu'ils fassent un choix. Mais pour nous, ce qui est essentiel, d'abord et avant tout, c'est que un jeune qui sera passé par le Bnei Akiva est une identité juive forte, un lien avec Israël fort. Donc c'est ça surtout l'intérêt principal. Et aujourd'hui, donc je reviens sur la question que je vous avais posée juste avant la pause. Aujourd'hui, le Bnei Akiva en France doit faire donc relever ce défi. Il y a eu une période que j'ai appelée de relatif silence. Enfin, on va dire que les activités étaient un petit peu ralenties pour de nombreuses raisons sur lesquelles on n'a pas forcément besoin de revenir. Mais aujourd'hui, puisque vous êtes présidente du Bnei Akiva France, aujourd'hui pour vous, quel est le défi, quel est le challenge? Et puis peut-être, comment est-ce que les auditeurs peuvent contribuer au développement du Bnei Akiva en France? Alors le défi, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Le défi, c'est de donner à nos jeunes une opportunité d'acquérir par les activités extrascolaires du Bnei Akiva une identité juive forte dans les valeurs du Bnei Akiva, Torah et Avoda. La Torah, le travail, donc ça, ce sont nos valeurs, on revient pas dessus. Ce qui s'est passé au début de l'année, c'est qu'on s'est aperçu que ce qu'on appelle les snifim, donc les groupes du Bnei Akiva, les groupes locaux du Bnei Akiva, c'était pratiquement éteints, endormis, plus ou moins, il en restait 2-3 qui vivotaient. Et là, j'ai eu l'occasion de rencontrer les responsables du Bnei Akiva, son président Gaël Grunwald, son directeur Roya Bekassis, et je leur ai expliqué ma colère de voir que le Bnei Akiva mondial avait abandonné la France. J'ai fait l'année dernière un voyage en Afrique du Sud, où les machanot du Bnei Akiva, c'est 700 enfants. Absolument. Où tous les Shabbats, c'est des groupes des centaines d'enfants, des milliers d'enfants qui sont réunis à Johannesburg, au Cap, etc. Je me suis dit, mais c'est pas possible que la France, deuxième communauté juive au monde, après les États-Unis, première communauté juive d'Europe, soit abandonné par le Bnei Akiva. Tout à fait. Et donc ils m'ont dit très gentiment, tu as raison, mais relève le défi, puisque tu es en France, donc relève le défi et recrée le Bnei Akiva. Donc on a nommé un shaliach qui est en Israël, mais qui vient en France à peu près une fois par mois, et on a commencé à retravailler sur la recréation du Bnei Akiva. On a fait en mars dernier un premier séminaire de leadership, et 45 enfants de l'âge des madrichim, des moniteurs, sont venus, ont été formés, nous ont donné un excellent feedback sur la qualité du séminaire. Et à partir de là, on a rouvert ou redéveloppé et Marseille, qui était resté ouvert, Créteil, qui s'est redéveloppé, mais qui était resté ouvert, et on a rouvert Boulogne, on a ouvert à Strasbourg, un SNIF qui était fermé depuis des années, et on a aujourd'hui des demandes de Bordeaux, des demandes de Nice. J'étais la semaine dernière à Nice, j'ai rencontré le grand rabbin de Nice, qui me dit, mais oui, bien sûr qu'on est en demande. Donc c'est à nous, organisation du Bnei Akiva, de faire en sorte que de nouveaux groupes locaux, de nouveaux SNIFim soient ouverts dans les différentes villes. Donc, pour vos auditeurs, pour répondre à votre question, si vous êtes intéressés, si vous-même étiez des enfants du Bnei Akiva, rejoignez-nous aujourd'hui avec le Bnei Akiva, donnez la possibilité au Bnei Akiva d'ouvrir des snifim dans vos communautés. Je sais que les rabbins en général sont très favorables. On m'a dit on parle de la communauté de Boulogne. On sait combien le rabbin de Boulogne, on va en parler, est favorable au développement du Bnei Akiva dans la ville. Et ça, c'est une chose. Visitez notre page Facebook du Bnei Akiva de France. Et bien entendu, nous sommes toujours intéressés, et on en parlera en 2 mots, à votre contribution financière également, pour nous permettre d'aider les enfants à participer à nos activités, notamment pour le Machané, où on s'aperçoit que nous avons beaucoup, on fait un Machané au mois de février, nous avons beaucoup de demandes de réduction familiale ou de bourse pour des enfants qui ne peuvent pas, et c'est la vocation du Bnei Akiva de permettre à tous les enfants de partir.
Voilà, le système des bourses. Pour tous les éducateurs et les enseignants, les directeurs, les responsables qui nous écouteront, je crois que c'est indispensable. On ne peut pas faire de l'éducation sans penser également à cet aspect financier de la question. On ne fait pas d'éducation sans faire quelque chose de financier. Alors j'ai envie de revenir sur un mot que vous avez dit, sur quelque chose de très intéressant. Vous avez parlé du rôle du rabbin qui étant moteur de ce mouvement de jeunesse. Il faut savoir que la création d'un mouvement de jeunesse dans une communauté, d'abord c'est un signe de bonne vie de la communauté, de mettre ces jeunes en avant, de les mettre au centre de son projet communautaire. C'est une démarche qui est non seulement intéressante, mais j'ai envie qui est cruciale pour la survie, puisque les jeunes attirent les parents, attirent les grands-parents, et que c'est le futur, c'est pour eux finalement que les murs sont construits, les murs sont montés. Alors j'ai envie quand même de parler un tout petit peu de la communauté de Boulogne, puisque vous avez vous-même dit, enfin, le Bnei Akiva Boulogne rassemble quand même 40, 60 à 60 jeunes tous les Shabbatot. Donc ça, et là je parle de ceux qui viennent vraiment tous les Shabbatot, à toutes les activités du Bnei Akiva. Je ne parle pas de ceux qui réussissent pas à venir pour de nombreuses raisons, de manière très régulière, mais qui sont là aux activités. C'est donc un signe de bonne santé. On est loin des 3000 enfants dont vous parliez tout à l'heure, mais de toute façon, il est vrai que ce mouvement de jeunesse, en tout cas ces activités à Boulogne, attirent non seulement les enfants des écoles juives, mais parfois aussi des enfants qui ne sont pas à l'école juive, et j'ai envie de dire qui ne réussissent pas à s'engager sur la durée pour le Talmud Torah, mais qui par contre, pour le mouvement de jeunesse, là réussissent un petit peu à se mobiliser. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce qui s'est passé d'abord à Boulogne, parce que je crois qu'il y a un lien très fort entre un renouveau dans une communauté aujourd'hui qui attire de nombreuses familles, pas seulement au niveau de la communauté juive. Je pense que c'est dans les Hauts-de-Seine une ville qui attire énormément de familles, de couples avec de jeunes enfants. Et puis vous avez quand même réussi à ramasser une somme, à collecter une somme importante auprès de donateurs. Je voudrais que vous nous en parliez pour nous parler de Boulogne et pour faire rêver les autres communautés, pas sur les montants, parce que ça c'est vraiment le travail de vous en tant que président et de votre équipe et de toute la communauté qui a œuvré pour cette campagne de collecte, mais aussi parce que tourner les projets communautaires vers les jeunes permet de fidéliser les adultes, les familles, les grands-parents, et pas seulement autour de la bar mitzvah et de la bat mitzvah ou du mariage. Vous touchez à un point essentiel de la vie de la communauté. Première chose, mettre les jeunes au centre. Je peux vous dire qu'au conseil d'administration, nous avons souvent eu cette discussion. Où est-ce qu'on met les jeunes? Et donc, à un moment donné, on les a mis sur la Teva, c'est-à-dire l'endroit le plus important, jusqu'à ce qu'un de nos administrateurs, mon ami Jean-Marc Elaïc, décide de monter un office des jeunes. Et nous avons maintenant, depuis des années, un office des jeunes, tous les Shabbats matins, fait par les jeunes, Torah lu par les jeunes, etc., pour permettre aux jeunes d'être au centre de l'activité. Et c'est quelque chose d'important. Pour ceux qui viennent à la synagogue Shabbat après-midi, vous verrez que ce sont des jeunes qui montent à la Torah, pour montrer aussi à la communauté et aux jeunes que c'est bien eux qui sont importants parce qu'ils sont l'avenir. De faire en sorte aussi qu'à chaque fois qu'on a une activité, eh bien, il soit mis en avant. De faire en sorte que les mouvements de jeunesse. Alors, on a le groupe Henri Chili des EI, qui est très important et qui est ancien et qui marche très bien. Et on en est ravis. Et on a maintenant le groupe du Bnei Akiva qui a recommencé. Et puisque vous parliez de chiffres, ils étaient plus de 100 pour aller à la sortie du Jump. Et les sorties qui sont fun sont aussi des sorties très importantes. Comment est-ce qu'on a remis en place le Bnei Akiva en s'adossant d'abord sur nos jeunes madrichim et notamment sur celle qui est devenue la Merakezet du SNIF du Bnei Akiva de Boulogne, qui est Shirel Sebag, parce qu'elle avait fait plusieurs machanot du Bnei Akiva, qu'elle avait l'esprit Bnei Akiva et que nous pensions qu'elle était capable de démarrer, alors qu'elle est en première, capable de redémarrer l'activité du Bnei Akiva, c'est quelque chose d'important. Oui, je rappelle d'ailleurs que la structure du Bnei Akiva, excusez-moi de vous interrompre, juste pour que tout le monde comprenne bien, parce que c'est une organisation très particulière, la structure du Bnei Akiva, le groupe du Bnei Akiva repose sur un coordinatrice local, donc souvent un élève d'une école, enfin je veux dire en âge encore d'être scolarisé, qui en plus de ses examens prend la responsabilité de coordonner les activités du Bnei, et puis la présence d'un ou d'une ou de plusieurs shlichim ou shlichot, donc qui ont une mission d'1 an
et seulement d'1 an pour apporter, j'ai envie de dire, l'ingénierie pédagogique autour des activités. Voilà. Et donc, le travail du coordinateur et du shliach se complète. Tout à fait. Alors, nous avons aussi 2 shlichot, Aviv et Galit, qui sont venus pour 1 an et qui participent aux activités, et ça donne une cohésion et une valeur éducative qui permet aux enfants chaque semaine de venir et de participer aux péoulotes qui sont préparés, qui sont animés. Et on a la Seuda Shlichit qui leur est également préparée par la communauté. Donc tout ça, c'est un système communautaire. On n'a plus beaucoup de temps, donc simplement, nous construisons à Boulogne pour l'avenir un centre culturel de 1500 mètres carrés où les jeunes auront leur place au centre du centre culturel. Et l'opération de la semaine dernière était essentielle puisque nous avons collecté plus d'1 million d'euros dans un appel Charity. Mais surtout, et c'est sur ça que j'insiste, le fait que ça a été un facteur de cohésion communautaire extraordinaire. Absolument. Et que tout le monde a voulu effectivement contribuer. Ça n'est pas fini. On s'aperçoit qu'il y a aussi ceux qui n'ont pas pu être là, qui veulent aussi contribuer. Donc une très très belle expérience communautaire. Alors écoutez, permettez-moi de souhaiter d'abord Mazal Tov pour la communauté de Boulogne, une très longue vie au mouvement du Bnei Akiva et surtout beaucoup de chance pour le développement de ces activités sur toute la France. Suivez les actualités du Bnei Akiva sur la page Facebook. On vous invite également à vous renseigner au sujet du Machané d'hiver, donc classe de neige avec évidemment pas uniquement des activités de ski, mais toute la philosophie du Bnei Akiva le matin, entre les activités, le soir, etc. Merci à tous de nous avoir suivis pour cette émission. On vous retrouve dans 2 semaines avec un autre invité autour de l'éducation juive en France. À très bientôt, Shavua Tov. Merci Dvorah, merci à tous. Merci Robert. Apprendre ou à donner, une émission présentée par Dvorah Serao, directrice du projet à la Morim.